Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Le sport, une opportunité en or, point d'interrogation. Aborder ce sujet sonne aujourd'hui comme une évidence car avec la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire, la France accueillera 2 manifestations sportives d'envergure internationale en moins de 12 mois, sans compter évidemment l'incontournable Tour de France qui fêtera ses 120 ans cette année. Des millions d'objets médias seront bien évidemment distribués à l'occasion de ces 3 événements, permettant de valoriser l'expertise des acteurs français du secteur. Et si à la manière des grandes compétitions sportives, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, une chose est sûre, la responsabilité des objets distribués seront au cœur des enjeux. Nous avons réussi à réunir plusieurs experts pour échanger sur le sujet. Nous avons tout d'abord Cécile Fougerouz, cofondatrice de DreamHack Pro. Bonjour Cécile. Nous avons également Alexis Krisev, qui applaudit fort bien, de Gift4Change. Bonjour Alexis. Clément Prunier, responsable commercial de SG Ball, également parmi nous. Bonjour Clément. Anthony Villéger, président de la DSEF PCO, est parmi nous. Bonjour Anthony. Et enfin Florian Escoubès, qui est enseignant-chercheur à l'ICD Business School, qui nous honore également de sa présence. J'ai une première question, moi. Sur l'organisation, finalement, coup sur coup d'une Coupe du Monde et de Jeux Olympiques, c'est peut-être quelque chose qu'on vivra une fois dans nos vies, probablement. Enfin, c'est quelque chose qui est assez improbable. Est-ce que, en tant que fournisseur, en tant que distributeur d'objets médias, vous sentez un engouement particulier sur le marché pour ces événements? Peut-être Clément, je te vois. Ou Anthony. Ah, Anthony avait beaucoup envie de prendre la parole. Je voulais intervenir en tant que fédération parce que nous, avec la fédération, on est en discussion avec Paris 2024 depuis 2018. Je crois qu'à l'époque, ils étaient 20 personnes dans des tout petits bureaux et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de gens. Ce qui a été intéressant, c'était de travailler en amont, en fait, sur leur appel d'offres, la construction de leur appel d'offres. Ils ont eu l'intelligence de se dire, est-ce qu'il y a une fédération qui existe et comment on peut construire ou co-construire un référentiel. Et leur référentiel est bâti autour d'un terme qu'ils appellent héritage. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que les Jeux Olympiques puissent laisser un héritage. Alors, c'est un héritage urbaniste, c'est un héritage sur tout ce qui va être construit pour les Jeux Olympiques, mais pas que. C'est qu'ils voulaient aussi faire en sorte que les Jeux Olympiques puissent être un moyen de réindustrialiser ou en tout cas d'essayer de pousser le Made in France et d'aider en fait des entreprises à pouvoir sortir du lot. Il faut savoir un chiffre qui nous a été donné à l'époque, c'est que dans le budget des Jeux Olympiques, ce qu'ils appellent le merchandising, alors c'est le merchandising, c'est large, hein, c'est sous licence, les objets médias, le textile média, etc., y compris les objets et le textile pour les personnes les bénévoles qui vont aider les gens à venir sur les Jeux Olympiques, c'est 1 milliard d'euros d'investissement sur la période de Paris 2024 pour 3 milliards d'euros de bénéfices estimés dans le compte de résultats des Jeux Olympiques. Donc on fait le calcul, hein, le marché fait 1,2 milliard à peu près. C'est-à-dire qu'eux se posaient la question en disant si on injecte 1 milliard d'euros en fait, sur la France, ce qui correspond à peu près au doublement du marché sur la période, est-ce que ça ne va pas déstabiliser un marché total? Ouais. Alexis, tu as un avis sur la question aussi? Tu as été sollicité, je t'en prie, prends le micro. Ouais, t'appuies sur le bouton rouge. Non, c'est bon là, tu vois. Bon, bonjour à tous. Moi, je peux juste apporter un témoignage de ma petite fenêtre, hein. On est fabricant et créateur d'objets médias made in France et éco-responsables. Oui, on voit clairement on parle de sport, on parle énormément de ces grandes compétitions. Tu n'as pas cité les mondiaux de ski aussi. Enfin, globalement, oui, il y a un alignement de planètes et de grands événements où on va avoir tous les projecteurs braqués sur la France là, pendant des mois. En plus, avec des résultats sportifs qui fait qu'on parle de la France parce que ça se passe pas mal dans les sports collectifs. Donc, ouais, effectivement, on est beaucoup sollicité, pas que dans le monde du sport, mais le monde du sport drive une demande assez forte. Moi, je peux parler pour notre expérience, en tout cas.
d'objets conçus, fabriqués avec une certaine démarche en France pour faire rayonner, faire briller les savoir-faire français, c'est sûr. Ouais. Ouais. Clément, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous sentiez un engouement un peu particulier à chaque fois qu'il y avait un événement qui était organisé en France. Typiquement, on avait évoqué l'Euro de football. Oui, exactement. Et donc, c'était le cas aussi qu'il y avait des entreprises qui, habituellement, ne communiquaient pas forcément par l'objet, mais qui, à cette occasion, à l'occasion de grands événements internationaux, prenaient la parole pour, entre guillemets, surfer également sur la vague de l'engouement populaire qui pouvait être drainé par ces événements. Oui, c'est ça. Il y a un élan collectif, un élan de supporters aussi. L'avantage du sport, et moi je vais parler que du spectre ballon parce que c'est notre cœur de métier. Le ballon et le sport en général est vecteur de valeurs très positives dans lesquelles les entreprises aiment à se retrouver, aiment à véhiculer une image qui leur correspond. A fortiori sur le rugby qui est beaucoup plus chargé en valeurs, que ce soit sur de l'élan collectif, de l'effort, du travail ensemble. Voilà, il y a une sensibilité à communiquer, à se rapprocher de ces valeurs-là. Donc, on l'avait constaté, comme tu l'as dit, sur l'Euro, de manière assez symptomatique. Là, sur le rugby, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui est enclenché à l'approche de la Coupe du Monde. On est un peu moins d'un an maintenant, enfin même à quelques mois. Ouais. Et voilà, la France est en train de basculer en mode ovale et c'est assez intéressant à voir. Ouais. Ouais. Cécile, Je pense que Alexis et Clément ont à peu près tout dit. Et effectivement, il y a une vraie, le marché a vraiment à gagner avec ces grands événements sportifs, et ça va être l'occasion de montrer qu'il est possible de faire des objets médias différents, faits en France, de façon respectueuse. Et notre rôle, c'est de se saisir de cette occasion pour montrer cette possibilité de faire mieux. Très bien. Florian, donc je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur, vous travaillez sur des problématiques autour de l'objet média et de l'impact inconscient également du sponsoring sur les spectateurs de grands événements sportifs. En quoi finalement, quel mécanisme finalement s'enclenche dans l'esprit de ces spectateurs au cours de ces événements? En quoi le fit finalement, il est assez évident entre objet média et événements sportifs? Alors merci pour cette question. Donc, pourquoi c'est assez évident? Parce que déjà, le milieu sportif est habitué à distribuer des objets qui sont des formes de récompense et qui sont surtout, en fait, pour les sportifs eux-mêmes, des points d'ancrage dans leur mémoire. Voilà, donc c'est l'exemple de la médaille quand on est finisher d'un marathon. Il est évident que si vous demandez aux gens est-ce que vous voulez ou pas avoir une médaille, indépendamment de la course, ça va participer à leur satisfaction d'avoir un objet parce que c'est le seul élément finalement tangible qu'ils vont ramener chez eux et qui va cristalliser les souvenirs qui se sont emmagasinés autour de l'événement. Alors c'est d'autant plus intéressant quand à la base l'événement est générateur d'émotions très fortes. Et c'est exactement ce qui se passe quand on parle de la Coupe du Monde ou qu'on parle des JO. On peut très rapidement imaginer pour les gens qui sont attirés spontanément par ces spectacles-là que ça va générer en eux énormément d'émotions en particulier et que ces émotions-là, elles vont se transférer à des objets qui vont être donnés au même moment de façon co-occurrente. Et c'est très clair, moi ça fait 3 ans maintenant que je fais des études sur ça, c'est pour moi un élément établi. La question plutôt c'est quels sont les éléments qui vont optimiser ce processus-là. Voilà. Et là, ce qu'on veut savoir finalement, et c'est les questions que je me pose moi en recherche, c'est est-ce qu'on peut optimiser ça? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres? Et a priori, il y en a au moins 2 qui sont extrêmement importants. C'est tout simplement l'utilité de l'objet au départ. Voilà. Et ça va faire une énorme différence. Et le deuxième aspect, c'est la relation préalable qu'il y a avec la personne qui le donne. Et ça va être important donc du coup de prendre en compte le cycle de vie des gens auxquels on donne un objet, parce qu'il n'y a aucune raison théorique de penser qu'il faut donner le même objet à quelqu'un qui découvre une marque qu'à quelqu'un qui est déjà ultra impliqué dans la marque. Tout simplement parce que les objets font communauté. Le but des marques, c'est souvent de créer des communautés, et les objets sont des moyens d'entrer dans les communautés. Et je termine donc cette chose-là, c'est que le sport, c'est aussi un élément qui fait que ça va être extrêmement important de donner des objets, parce que dans le sport, c'est naturellement identitaire, il y a naturellement des communautés de spectateurs, et ces communautés-là, elles vont se reconnaître comment? En portant les attributs en fait, des marques. Donc on pense au Bob Cochonou qui n'a pas de raison en fait, d'évoquer le Tour de France, et pourtant maintenant, il est évident que ça évoque le Tour de France.
donc les écharpes, les maillots, tous ces éléments distinctifs. Et ça va aller plus loin parce que ce sont aussi des objets qu'on offre autour de soi, qui sont des éléments en fait de reconnaissance. Et de mon point de vue, à mon avis, c'est évident que le marché va doubler d'un coup. Et c'est évident aussi que les entreprises, se rendant bien compte quand même que les pubs en digital et à la télé, ça marche moins fort, eh bien, vont saisir cette opportunité-là pour faire en fait du réel, du live et donner des objets à un moment qui est signifiant pour les gens. Et en plus, dernier élément, il y a peu d'activités humaines qui vont réunir autant de personnes différentes à un seul endroit. Et ça, évidemment, le sport, c'est un super avantage pour lui parce que quand vous imaginez, je sais pas moi, un match de Coupe du Monde de rugby, vous pouvez vous dire que vous avez vraiment des gens de tous les âges, de tous les horizons et en fait avec toutes les possibilités de ciblage. Et ça aussi, il faudrait encore le prendre en compte. Ouais. Alexis, c'est quelque chose, ce pouvoir des émotions qui est drainé par les objets, c'est aussi quelque chose qu'on avait évoqué, sur lequel on avait échangé. Enfin, c'est quelque chose auquel vous croyez fondamentalement également. Oui, il y a quelque chose de très spécifique dans l'objet, en fait, qui a plein de vertus. Je parlerai moins bien du sujet que certains spécialistes ici, mais partir avec un morceau de cet événement, le ramener chez soi, le porter sur soi, le garder avec soi, il y a vraiment un lien émotionnel qui se crée. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'être dans un stade à l'occasion d'un match, d'une grande rencontre sportive, mais j'avais lors d'un match, pris un moment pour regarder combien de sollicitations visuelles on a dans un stade, en fait, de logos qui sont absolument partout, y compris quand vous regardez un match de rugby, ça m'avait fait marrer, il y a des logos Orangina qui sont sur le short dans la mêlée, parce que dans la mêlée tu vois juste les fesses des joueurs, et donc en fait Orangina qui a un slogan qui est secouez-moi, ça marche particulièrement bien, quoi. Et donc il y en a partout. Et en fait l'objet apporte cet intérêt de dire ok, bon, j'ai eu des émotions fortes, ça le sport et la réunion collective me l'a apporté, je vais apporter un morceau de cet univers et le porter sur moi, donc il y a ce truc identitaire. Et donc c'est vrai que ça pose une question fondamentale quand on repense à l'objet. Ensuite, c'est qu'est-ce qui dans un objet peut générer et prolonger et amplifier ces émotions positives, ou au contraire, qu'est-ce qui est de nature à mettre un grain de sable dans cette émotion positive. Et là, je parle un peu de nos convictions chez Gaze for Change, mais clairement, en 2023, pour générer des émotions positives à travers toutes les générations, en particulier les plus jeunes, mais pas seulement, il y a la question de l'utilité de l'objet, mais l'utilité, ça va au-delà de sa fonctionnalité. Son utilité, c'est qu'est-ce qu'il apporte à la société, qu'est-ce qu'il apporte au territoire, qu'est-ce qu'il apporte à un certain nombre de bénéficiaires. Et là, il faut se poser la question de l'objet et de ce qu'il va véhiculer comme valeur pour la marque à travers le prisme de son utilité sociale, environnementale. On ne peut pas faire l'économie de cette question, quoi. Anthony, vous aviez un complément ? Oui, on a fait une partie du travail. C'est très juste ce que tu dis, Alexis. Hein. On a rencontré, nous, AFSO, donc, qui est l'organisateur du Tour de France, cette vieille dame. Notamment. Oui, notamment Paris-Dakar, de plein d'autres licences, parce que le Paris-Dakar n'est plus le Paris-Dakar depuis des années. Le Tour de France, cette vieille dame qui existe depuis 1903, clairement, et c'était d'ailleurs la problématique qui nous était exposée par Christian Prudhomme à l'époque, quand le Tour de France était attaqué par les 15 millions d'objets, alors 18 millions à l'époque, maintenant 15 millions d'objets qui étaient distribués sur le Tour de France. Alors, il faut savoir que le Tour de France, c'est quand même le plus grand événement en plein air du monde. Donc ça, c'est un fait. Et que le business model du Tour de France, la totalité du business model du Tour de France repose sur la caravane. C'est comme ça. Sans caravane, pas de Tour de France. Et sans objet, pas d'affluence. Pas de caravane, pas de Tour de France. Et c'était pour lui une problématique qui était extrêmement complexe à prendre en compte, parce que pour lui, la distribution des objets sur le bord de route est un élément extrêmement important sur son business model. Oui, et d'ailleurs, AFSO a également fait une étude disant que... pardon, oui, qui disait que 50% des spectateurs venaient uniquement pour la caravane, et non pas forcément pour la course en tant que telle, etc. Je sais que vous collaborez, Cécile, en tout cas vous échangez beaucoup avec cette organisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire également sur la transition qu'ils opèrent depuis quelques années ? Alors très clairement, ASO, c'est une organisation qui est assez ancienne, qui a commis par le passé, enfin qui a vécu avec son temps, qui a distribué des tonnes d'objets publicitaires, qui les distribuait même pas, qui les offrait pas, qui les jetait. En fait, on jetait du produit par les fenêtres, du produit en plastique, du produit inutile, du sachet. Voilà, ils ont été beaucoup critiqués et c'est normal. Ils ont
changé. Ils ont aujourd'hui fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Il faut savoir qu'ASO offre des produits, mais en fait, tous les partenaires de la caravane sont responsables de leurs propres produits. ASO a donc mis une politique en place pour limiter un peu ces différents objets. Aujourd'hui, ils sont capables de mesurer un certain nombre de choses. En fait, comme Florian l'a fait dans ses études, ils mesurent que depuis un certain nombre d'années, 80% des produits qui sont offerts lors du passage de la caravane sont conservés plus de 3 ans par les bénéficiaires. 3 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup par rapport à un petit porte-clés en plastique. Ils ont mis en place un certain nombre d'interdictions. Ils ont mis en place notamment l'interdiction de faire un objet jetable qui ne va ne servir qu'une fois et qui est fabriqué en plastique, l'interdiction de tous les polybags individuels, l'interdiction de tous les flyers. Ils ont mis en place un certain nombre de recommandations auprès de tous les partenaires de la caravane qui sont de privilégier le Made in France ou le Made in Europe, de privilégier des objets recyclés, de privilégier des objets qui sont passés à un moment ou à un autre par un ESAT. Je pense qu'en fait, cette transition, ils l'ont faite de par toutes les attaques qu'ils ont reçues, mais aussi peut-être en comprenant qu'en fait, ils avaient un réel rôle à jouer. Comme le disait Alexis, en fait, un objet média, c'est un objet qui va durer longtemps, qui a des messages à faire passer, qui a une histoire à faire passer et qui est responsable aussi de ce message de valorisation du territoire. Et ça, je pense qu'un certain nombre de grands organisateurs sportifs l'ont compris et je pense qu'on n'a qu'à s'en féliciter. On va dans le bon sens. Florian, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais juste réagir sur ce qui vient d'être dit parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez perçu comme tel. C'est l'opposition entre communication éphémère et non réelle. Et là, je pense à du digital, les posts, etc. et les pubs en particulier, qui est le marché toujours en termes de volume qui est le plus important en France. Et de l'autre côté, la communication réelle, tangible et surtout qui va durer dans le temps. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut arriver pour convaincre les gens justement d'augmenter, parce que je pense que c'est ça l'objet, c'est faire peut-être moins d'objets mais augmenter le prix unitaire par objet, si on veut faire du Made in France, du recyclable, etc. Et ça, il faut arriver à casser dans l'esprit des publicitaires que la publicité, c'est immédiat, ça va être évanescent. Et dans 2 mois, en fait, on va faire une autre. Parce que quand on regarde la réalité, c'est que les objets, ils vont rester longtemps, voire très longtemps, en fait, chez les gens. Et de bien faire comprendre aux clients que même là, on fait des objets pour la Coupe du Monde. Mais cet objet-là, dans 3 ans, 4 ans, peut-être qu'on jouera encore avec. Parce que mes enfants, ils joueront au rugby, mes enfants, ils feront ceci, cela. C'est-à-dire d'opposer la communication éphémère d'un côté qui est le digital et la communication en fait long terme et vraiment tangible. Je pense qu'aujourd'hui c'est un élément pour faire basculer les gens qui pour l'instant mettent des milliards dans le digital aujourd'hui, mais ils vont quand même se rendre compte que ça n'a plus d'efficacité. Et ça c'est presque indéniable. Je pense qu'on a tous chez nous, où on a tous vu la vieille carafe Ricard qui doit avoir 60 ans, peut-être 70 ans, et qui est encore un véhicule, un objet média qui reste encore. Ouais, iconique, Anthony. On parle souvent pour rebondir sur ce que tu dis, c'est plutôt pas mal sur une table ronde sur le sport. Comment dire? Ok. Merci pour ce bon mot. Ouais, c'était fait. En fait, effectivement, on l'oppose pas, mais on a plutôt tendance à mettre en complémentarité d'ailleurs le digital et l'objet tangible. De plus en plus de marques en fait s'aperçoivent que, et selon d'autres études, que 93% de ce qu'on a vu au niveau du digital va disparaître sous les 2 jours. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura vu, il y a 93% qui va disparaître sous les 2 jours, et je crois que c'est 99% va disparaître dans la semaine. Donc notre mémoire n'est pas capable en fait de pouvoir absorber tout ce scroll. Et en fait l'objet, effectivement, l'objet tangible, l'objet que tu vas garder, lui, il va pouvoir te rappeler que tu as vécu cet événement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est complètement incroyable, c'est qu'avec le e-sport, on n'a jamais vu autant de merchandising et de produits distribués pendant les compétitions de e-sport. Alors qu'on pourrait se dire, oui, que c'est full digital. Ouais. Et ils adorent ça. C'est le 2e média préféré des Français, selon notre dernière étude, d'ailleurs, qui a été menée par Florian. Et avant, c'est le digital, en fait. Alors c'est vrai que c'est très générationnel. Il faut bien comprendre aussi que quand vous demandez à des gens qui ont moins de 30 ans qu'est-ce qu'ils préfèrent comme communication, ils vont vous dire toujours une communication que j'ai choisie. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Et donc, c'est les réseaux sociaux.
Mais c'est très générationnel parce que c'est pas du tout la même chose sur les 50 et plus. Mais ce sur quoi je voulais rebondir, la dernière chose, c'est finalement pourquoi ce que tu viens de dire c'est vrai. Et ça, je pense que les gens ne sont pas assez au courant. Pourquoi est-ce que quand on voit du digital, finalement, ce souvenir-là, il s'efface extrêmement rapidement? Et pourquoi dans l'objet, au contraire, on voit que ça reste à long terme? En fait, la clé, c'est le fonctionnement même de notre cerveau qui est qu'on a un avantage dans la mémorisation pour les éléments qui sont émotionnels. C'est-à-dire que c'est comme ça, parce qu'on est des êtres humains, ce qui est vu et qui déclenche associé à des émotions est mémorisé à long terme, ce qui est vu et qui ne déclenche pas d'émotions est complètement évacué et c'est le fonctionnement normal du cerveau. Quand on comprend ça, un objet qui est là à long terme et qui est donné en plus dans un moment, soit qui provoque lui-même des émotions parce que effet waouh, parce que très intéressant, ou qui est donné dans un moment qui est extrêmement positif comme un marathon, une compétition, etc., il est entouré d'un message émotionnel, donc le cerveau va le mémoriser à long terme. Et je pense que c'est essentiellement pour ça. Et moi, je ne serais pas d'accord avec toi sur le fait que je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus en fait associer la complémentarité entre digital et objet. À mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Parce que les gens, quand vous leur posez la question, on est sur des niveaux de défiance par rapport à la publicité et de saturation publicitaire qui sont à des 80-90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, la publicité n'est pas quelque chose de valorisable, c'est vraiment une nuisance. Et donc, ils développent énormément et je pense qu'on le fait tous. Et donc, il ne faut pas faire les deux en même temps. Il faut vraiment aller voir les gens, gagner des marchés en disant, maintenant, ça ne marche plus. Vous faites ça. Est-ce que vous avez eu un impact sur vos ventes? Non, vérifiez. Donc, changez de stratégie. Et je pense qu'il faut vraiment aller conquérir ce marché parce que la stratégie de faire plus de communication, c'est-à-dire augmenter et le digital et l'objet, en fait, ça fait encore plus de nuisances. Donc, c'est plutôt moins de digital et beaucoup plus d'objets. À mon avis, c'est un peu une façon de présenter les choses. Clément aussi, vous vous battez pour ça, j'imagine, via vos distributeurs. Et ce pouvoir qu'évoquaient finalement tous nos intervenants de l'objet, voilà, finalement, vous êtes dans le ballon de sport, dans le ballon de rugby, là, pour parler vraiment de l'actualité. Et c'est quelque chose voilà, qui perdure, qu'on va recevoir sur tel événement ou par telle marque. Et après, c'est quelque chose qui va nous accompagner en vacances, le week-end, en famille, etc. Et ça a un vrai pouvoir. C'est hyper ancré dans l'esprit des gens et dans leur quotidien aussi, finalement. Tout à fait, Bertrand. Ouais, non, c'est ça. L'idée, c'est de garder sur du ballon, pour notre secteur d'activité, de garder la fonction première du produit qui est celle du jeu, d'avoir un produit qui mette en avant au maximum l'identité des annonceurs pour lesquels on va pouvoir être amené à travailler, de le valoriser et surtout l'avantage, et c'est ce que disaient tous mes petits camarades autour de moi, c'est de pouvoir faire rentrer un peu l'annonceur, la marque, l'image de la marque dans le quotidien des gens, d'avoir un produit qui puisse soit traîner à la maison, d'être amené dans le jardin, qui puisse être partagé. On a la chance, nous, d'avoir un produit qui est un produit de transmission. A fortiori sur le rugby, le symbole de la passe est encore plus évident, mais c'est un ballon qu'on se transmet, qu'on donne. Le côté en plus est très, très facile à souligner pour la marque qui va véritablement faire l'action de donner quelque chose au consommateur. Aussi, on le protège, on le garde avec soi. Mais du coup, ouais, voilà, on a quelque chose qui va véritablement s'inscrire dans le quotidien des gens et dans leur cercle intime. Le pari est gagné quand un père va dire à son fils, va me chercher le ballon Nutella, on va se faire quelques passes dans le jardin. Ou une maman. Oui, évidemment, avec une maman, bien entendu. Il y a de plus en plus, même sur le rugby, de licenciés féminines. Donc, on a une belle équipe de France féminine également. Tout à fait, on est porté par des super résultats. Donc, c'est aussi un moyen, l'objet, d'avoir une projection pour des enfants, pour aller aussi se projeter vers reproduire les gestes de leurs idoles et puis commencer à se projeter. Si je peux rebondir là-dessus, non, c'est parce que en fait, quand on voit la création là, typiquement, il est magnifique ce ballon. Il est pas sexué, tu vois. Donc clairement, non, mais il n'est ni homme ni femme. C'est une œuvre d'art. Oui, absolument. Oui, pour être exposé au musée d'art moderne de Lyon. Cécile, pour se projeter au-delà de la Coupe du Monde de rugby, donc les Jeux Olympiques 2024, sur lesquels chez DreamAct vous avez déjà travaillé. Sur des opérations qui ont été menées avec le comité d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en détail ce que vous avez mené pour eux? Alors en fait, on a travaillé plusieurs fois avec eux, notamment à deux occasions qui étaient des marchés publics. C'est très difficile, je pense que s'il y a beaucoup de revendeurs qui nous écoutent, vous savez à quel point c'est difficile de placer du Made in France dans un marché public.
les marchés ne demandaient pas spécialement du Made in France. Les marchés étaient le premier. Pour l'arrivée de la flamme olympique en France, il fallait offrir des drapeaux à tous les partenaires sur le territoire. Chez DreamAct, on est relativement engagé et on a choisi de répondre avec un drapeau français recyclé qu'on a livré dans un pochon français avec un papier qui expliquait l'histoire de ce drapeau en papier ensemencé et avec des fleurs qu'on pouvait planter en jetant le papier après l'événement. C'était un choix qui était un choix courageux, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, répondre à un appel d'offres avec un produit français, c'est rare de le gagner. Sauf qu'on ne voulait absolument pas répondre avec un drapeau importé de Chine. Et en réalité, on l'a gagné parce que les acheteurs nous ont appelés en nous disant vous sortez un peu de l'appel d'offres, vous allez beaucoup plus loin que ce qu'on a demandé, mais on a envie voilà, de passer ce message. Et je pense que ce qui leur a plu dans notre offre et ce qui est important à dire, c'est qu'on leur proposait de raconter l'histoire du produit qu'ils offraient. Et quand Florian tout à l'heure disait il faut s'approprier le produit pour que la marque reste, je pense qu'en raconter l'histoire, c'est extrêmement important dans la démarche. L'autre gros marché qu'on a gagné pour eux, c'est un marché qui est à destination des écoles. Pareil, il fallait offrir et construire un kit pour toutes les écoles de la maternelle à l'université. Il fallait que ce kit soit unique. Ce kit puisse avoir à l'intérieur du kit le contenant du kit. Et là aussi, on a choisi de répondre uniquement avec des matériaux made in France, avec des matériaux recyclés. C'est difficile dans le domaine du sport, il n'y a pas énormément de choses. On a répondu avec un sac qui était tissé en France par les tissages de Charlieu, avec des produits qui étaient chers, mais malgré tout, ils y sont allés. On a réfléchi longtemps et là, je pense que c'est un point à souligner. Et quand je disais tout à l'heure que nous, revendeurs, on a un vrai rôle à jouer, il est important de passer du temps avec nos clients pour se poser toutes les questions sur le produit de façon à faire le meilleur produit. Il n'y a que comme ça qu'on pourra un petit peu changer les choses. Alexis, on a parlé donc de la Coupe du Monde de rugby, on a parlé des Jeux Olympiques 2024. Il y a un événement un petit peu moins médiatisé que vous aviez évoqué en début de table ronde, donc les championnats du monde de ski qui auront lieu à Courchevel et Méribel dans les jours qui viennent, sur lequel vous êtes impliqué via donc l'agence de distribution affective. Comment ça s'est passé et quel type d'objet, quelles étaient les demandes qui avaient été formulées sur cette opération? Est-ce que vous pouvez en dire en tout cas? Ouais, alors c'est bien de souligner que c'est vrai que nos agences partenaires, nos agences revendeurs, enfin vous en fait avez un rôle vraiment de premier plan à jouer parce que c'est dans les deux sens, quoi. Il y a de plus en plus d'attentes de la part des annonceurs ou des appels d'offres qui disent plus de RSE, plus de Made in France, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être proactif pour leur dire, vous savez, vous l'avez tous très bien expliqué, mais l'objet, il est à la frontière entre un cadeau et un média ou une publicité, et il peut être vu aujourd'hui dans le monde où quand même, enfin, on peut se le dire, de plus en plus de gens pensent qu'on va dans le mur et que la situation est quand même plutôt anxiogène. On peut être avec un objet ou une démarche que vous portez qui est associée plutôt au problème ou plutôt à la solution, quoi. Et donc, les agences avec lesquelles on collabore bien au quotidien se sont vraiment maintenant appropriées l'envie de contribuer à faire partie de la solution plus que du problème. Et donc, elles proposent proactivement des objets, les nôtres et pas que les nôtres, hein, qui sont fabriqués en France par des personnes en situation de handicap, qu'on peut associer à des causes associatives, donc on peut lever des fonds pour des associations. Et avec cette solution qu'on a appelée l'engagement par l'objet, on leur dit, bah voilà, vous allez pouvoir utiliser l'objet pour faire vraiment valoir les valeurs que vous cherchez à incarner, pour faire rayonner les territoires dans lesquels vous êtes implantés, les savoir-faire français. Donc, avec l'exemple des championnats du monde de Courchevel-Méribel, c'est vrai que l'agence affective a proposé un certain nombre d'objets qui sont des objets en bois massif issus de forêts éco-gérées, qui sont des porte-clés, qui sont des bracelets, un certain nombre d'objets comme cela, qui sont fabriqués en France, assemblés par des personnes handicapées et qui permettent de se dire ah non mais l'objet prend une toute autre dimension. Non seulement il va remplir la fonction dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le souvenir qu'on ramène chez soi, puisqu'il est évidemment aux couleurs de la mascotte Toya de cet événement, et il remplit tout à fait la fonction de l'incarnation de la marque et le souvenir de l'événement, mais il remplit une fonction bien plus importante avec plein d'autres dimensions qui sont ah ouais, en plus j'ai contribué à quelque chose.
Ça a donné de l'emploi à des personnes handicapées en Ariège. Je ne vais pas polluer parce que c'est un produit entièrement biodégradable. C'est des matières premières issues de nos régions. Et donc il y a toute une espèce de boucle vertueuse qui fait que l'histoire qu'on raconte, comme tu disais, prend une toute autre dimension en fait. Et en plus, ce faisant, comme c'est malheureusement pas encore la majorité du marché qui a basculé, ça apporte une différenciation très forte. Et c'est une attente de tout le monde de se dire, moi je veux interpeller, je veux faire quelque chose de différent. Donc raconter tout ça et l'incarner dans un objet qui se démarque et qui raconte une histoire différente, ça remplit aussi à ce niveau-là pas mal des attentes en termes de ROI de l'objet, quoi. Ouais. Oui, Florian. Juste rajouter un mot sur ça parce que je trouve que les deux exemples qui ont été donnés, ils sont très significatifs finalement de ce qu'il devrait y avoir dans le marché et qu'il n'y a pas forcément tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, vos exemples, ce sont des exemples où on met d'abord une démarche d'agence en fait, en réalité. Vous réfléchissez finalement à une démarche marketing, c'est-à-dire on sait pourquoi on va sur tel objet avec une vraie réflexion pour atteindre des objectifs. Bref, on fait en fait une étape marketing, on n'est pas juste un délivreur d'objets. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, je sais très bien, pour avoir côtoyé un paquet de monde dans le milieu, que c'est pas la réalité de tous les appels d'offres. Là. Il y a quand même beaucoup de fois où c'est bon voilà, j'ai 10 000 euros, je veux 12 000 pièces, et puis qu'est-ce qu'on a avec ça, dans quelle quantité, quel temps. Et ça, à mon avis, c'est la bascule qui doit être impulsée par les revendeurs d'objets, par les agences qui se transforment un peu en agences pour faire comprendre aux gens que ce temps-là, en fait, il est révolu parce que c'est sous-optimal. Ça ne fonctionne pas en fait. Comment on peut faire finalement des produits qui marchent, qui sont achetés plus cher parce qu'on y voit le sens? Précisément parce qu'on a réussi à expliquer quelque chose de crédible à un client que le prix, le surplus de coût en fait, il est associé à un surplus de valeur. Et ça, c'est vraiment le langage du marketing. Et tant qu'on n'accepte pas de parler ce langage-là, finalement, on n'est pas audible pour les gens qui ont les vraies mains sur les budgets, qui sont les agences marketing, qui elles ont des marges en fait qui sont bien plus importantes qu'1 milliard d'euros. Hein. Si on regarde le marché de la communication média en France, il est bien plus gros. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un point. On est sur ce point de bascule. Et c'est le levier qui fera en fait finalement changer petit à petit le secteur, à mon avis. Ouais. On n'a pas encore parlé du sport roi, le football en France. Justement, Cécile, vous aviez quelque chose de très intéressant à nous soumettre et qui a été dévoilé hier soir, hein, je crois. Avec le FC Nantes. Alors effectivement, on a parlé des gros événements qui arrivaient. Le foot, c'est un sport un peu particulier qu'on a, je pense, toujours considéré comme le sport du petit objet, pareil, un peu comme la caravane aussi. Et moi, j'ai toujours entendu dire, mais nos clients achèteront pas ça. Ça, c'est trop cher. Voilà, donc il me semble, et je vais vous montrer les produits, il me semble qu'il est important parfois d'expliquer sur certains objets que des objets chers, c'est possible, mais encore une fois, à condition de raconter une histoire et à condition de savoir en parler, d'avoir préparé le terrain et d'avoir réfléchi avec l'annonceur. Alors, petit objet pas cher, mais j'ai très envie d'en parler juste pour commencer en introduction. Comme quoi on peut faire quand même des petites choses pas chères du tout. Alors je vous invite à aller le trouver sur le salon parce que je l'ai pris sur le salon. Un petit objet made in France, en fait, qui a plusieurs fonctions, qui fait éventail, qui fait tap-tap. Je vais te laisser le faire, Alexis, parce qu'avec... Il fait ça très bien, Alexis. Il fait ça très bien. Comme c'est dans le même type d'exemple, c'est-à-dire que c'est un tout petit produit, pas cher du tout, mais qui a été réfléchi et qui permet de faire du Made in France sur un événement sportif. Je vous laisse jouer. Ça, c'est un produit qui a été beaucoup plus réfléchi. On est au bout de la démarche de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On est en upcycling. Le FC Nantes avait des maillots qui avaient soit des petits défauts, soit différentes choses. Ils souhaitaient les recycler plutôt que d'offrir à tout le monde des petits produits, des petits porte-clés en plastique qui représentaient leurs maillots. Ils se sont dit, en fait, ces maillots, on va les réutiliser. Ils les ont fait localement à Angers, donc entre Angers et Nantes, dans un ESAT, et ils en ont refait des sacs. Ces sacs, effectivement, ils sont très chers, mais je pense que notre rôle, là encore, c'est de pouvoir dire, offrons-en beaucoup moins. Peut-être vendons-les, et ils sont vendus dans la boutique du FC Nantes, mais fabriquons un produit qui a vraiment de la valeur, une histoire. Et comme disait Alexis, effectivement, quand on est passionné de foot, on a envie de revenir avec un produit. Et moi, je suis persuadée qu'ils vont faire un carton et que l'entreprise qui les a fait et les AD qui les a fait en refera beaucoup. Ouais.
Clément, vous êtes basé justement dans la région de Nantes. Alors, je ne voulais pas vous interpeller sur ce produit en particulier, mais plutôt pour parler du Made in France de manière plus générale. Parce que, évidemment, c'est une idée fantastique. On a tous envie de faire du 100% Made in France, etc. Mais ce n'est pas toujours possible. Typiquement, pour vos ballons de rugby, c'est-à-dire que les compétences, elles sont où? Elles ne sont pas nécessairement en France. Oui, c'est ça. Le savoir-faire historique est pas chez nous. C'est un savoir-faire qui est basé en Asie, et pour l'historique est plutôt entre l'Inde et le Pakistan. Pour juste revenir brièvement sur ce que proposait Cécile, on a, nous, de notre côté, sur le ballon de football notamment, un concept un peu similaire qu'on développe avec le Paris Saint-Germain, sous l'égide de notre petite bannière R&D qui s'appelle Rebond. On va reprendre un peu le même principe en récupérant les maillots défectueux de la boutique du PSG pour en refaire des ballons de football. Alors c'est des ballons qui sont produits du coup un peu dans le même esprit. C'est parfait, on est complémentaires, c'est impeccable. Qui vont être produits à quelques encablures de Nantes dans un petit atelier qu'on a réussi à pivoter sur du coup de la confection, et j'incite bien sur de la confection de ballons parce qu'on n'est pas du tout sur l'industrialisation. Mais voilà, l'optique de SG Ball, et puis par l'intermédiaire de sa bannière R&D Rebond, c'est de réussir à challenger le ballon, ses nouveaux matériaux, sa manière de le produire, sa manière de le réfléchir, en essayant d'une part d'implanter du savoir-faire en France, et d'autre part de questionner les matériaux. Donc il y a cette proposition d'upcycling, parce qu'on va récupérer du matériau défectueux ou du matériau invendu sur du ballon, mais aussi, et on est assez fiers d'avoir lancé en fin d'année dernière une collaboration avec une grosse partie des clubs de Ligue 1, Ligue 2. À dimension artistique par ailleurs. Évidemment, pour donner un côté un peu plus populaire, et puis aller chercher la fanbase de chacun des clubs. Un ballon avec des matériaux biosourcés. On a réussi à développer une matière de ballon de football qui soit aussi résistante qu'un ballon standard en PVC classique, mais pour le coup à partir de déchets de soja. C'est une matière qu'on a réussi à développer en collaboration avec Mitsubishi, donc pareil dans la région nantaise. Donc on est assez fiers de sortir les premiers ballons, et on en a un joli exemplaire sur notre stand. Mais voilà, on essaye de faire avancer aussi ces considérations-là pour répondre aux interrogations d'aujourd'hui, mais surtout aux questionnements qu'on aura demain. Donc voilà. Ouais. Florian, au-delà de la conception et de la provenance des produits, pour les annonceurs, il s'agit aussi de viser juste en termes de produits. C'est-à-dire que selon les sports, il y a quand même des codes à respecter, certaines cultures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sur cet aspect-là, en fait, la question, c'est toujours un peu la même question au centre du marketing, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour celui qui reçoit ? Et c'est un peu comme ça qu'il faut le poser. C'est-à-dire qu'un maillot rose que vous donnez à des footballeurs, en fait, sera hors de propos. Si vous le donnez à des rugbyman, ça peut avoir une résonance en fait un peu historique par rapport à une histoire et une culture interne. Et donc la question, mais c'est toujours la même question, c'est-à-dire que l'objet, à mon avis, unique pour tout le monde, à tout moment, dans tous les sports, etc., c'est un débat qui, en fait, n'est pas un débat. Ça ne va pas fonctionner. Et l'idée est beaucoup plus de se dire, comme les exemples qu'on a, c'est-à-dire que cas par cas, chaque élément par élément, on met de l'intelligence pour se poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens qui vont potentiellement l'acheter. Moi, je suis persuadé que ce sac-là, il sera en rupture de stock dans quelques semaines. C'est quasi évident, puisque finalement, la question de la valeur nous décorrèle du prix. Parce que je suis ultra fan, en fait, je suis un ultra du FC Nantes, un historique. Je sais que ces éléments-là, il y a une histoire, c'est fabriqué avec des maillots qui sont des vrais maillots, etc. etc. Pour moi, la valeur, elle va pas se compter en aspect monétaire. Parce que j'aurais envie, concrètement, d'avoir ce maillot. Et ça, c'est vraiment cette logique-là. C'est-à-dire se mettre à la place des gens qui vont recevoir les objets. Donc, ça veut dire de la segmentation. Parce que quand c'est des supporters de foot du FC Nantes, en réalité, déjà, par exemple, il y a plusieurs types de supporters. Donc déjà, est-ce qu'on peut arriver à cette granularité-là ? Et puis réfléchir cas par cas, épreuve par épreuve, culture par culture, sportive j'entends, quels sont les objets qui sont les plus intéressants en termes de rapport émotion-utilité et qui vont déclencher ce cocktail gagnant. Et ça c'est vraiment, c'est pour ça que je réinsiste, c'est une démarche marketing pure et dure appliquée à un média qui est l'objet,
mais qui a les mêmes fondamentaux que tous les autres médias. Et quand on a un objectif, des cibles bien définies, et qu'on s'est posé la question qu'est-ce qui a de la valeur pour mes cibles, eh bien, en général, on arrive à avoir un produit qui du coup fait tilt en fait dans l'idée de l'acheteur, qui doit donc avoir plus de valeur, donc être vendu plus cher et probablement être plus rare. Parce que c'est vrai qu'en France, on a lâché en fait finalement l'industrie bas de gamme. On a lâché ça, donc on ne peut plus le faire en fait. Cécile? Je voulais effectivement rebondir sur ce que tu disais, parce que je pense que pendant trop longtemps, on a fait à bas prix des objets qui ont perdu leur valeur. Alors, qui ont perdu leur histoire, certes, parce qu'on ne sait pas où ils sont produits, dans quelles conditions. Ça, c'est déjà un premier élément qui est un élément, à mon avis, indispensable, mais qui ont aussi perdu leur valeur financière, leur valeur de rareté. J'ai 42 sacs dans mon placard. Si j'en avais qu'un, est-ce que je l'aimerais pas plus? Est-ce que je l'utiliserais pas plus? Mais ce sac, je ne vais pas dire que j'ai besoin de l'acheter cher pour en comprendre sa valeur, mais quand même, si ce sac, je l'achète 2 € comme j'ai l'habitude de l'acheter, j'en ai plein, parce que le jour où je l'achète, je me dis j'en prends un bleu, un vert, un rouge, et en fait, ils perdent tous leur valeur. Alors que celui-là, il est vendu 80 € dans la boutique. Et effectivement, je pense que tu vas avoir raison. En plus, ils ont créé un effet collector, il y en a très très peu. Ils ont arrosé les réseaux sociaux de cette communication, et ils sont allés plus loin que l'histoire de la fabrication du sac, local, social, d'upcycling. Mais en fait, tous les bénéfices de ce sac sont reversés à une association. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on est vraiment au bout, avec aussi une dimension de valeur chère. Ouais. Alexis? Oui, j'avais envie de réagir et d'ajouter quelque chose. On parle beaucoup là de la valeur aux yeux du destinataire final de l'objet, c'est-à-dire la personne qui va le recevoir. Mais ce dont il faut avoir conscience aussi, c'est que la première personne à qui on doit apporter de la valeur, c'est l'acheteur chez l'annonceur en fait. Et là, il faut quand même prendre conscience d'un mouvement qui est en cours et qu'on ne va plus arrêter, qui est la transition RSE des entreprises, et qui est la pression sous laquelle ils sont pour trouver des solutions et pour avoir des gens, des prestataires, des gens qui leur apportent des solutions qui vont les aider à opérer cette transition en fait. Et donc aujourd'hui, tout est scruté sous l'angle de l'impact qu'on va avoir, positif ou négatif, sur son bilan carbone. Il y a des lois qui passent sur le devoir de vigilance des entreprises, de responsabilité. On entend des annonces comme des grands annonceurs qui interdisent progressivement un certain nombre de matériaux. Et donc il y a vraiment une révolution en cours sur vos métiers, sur nos métiers, qui est comment on apportait hier de la valeur aux entreprises. Eh bien, c'était effectivement peut-être en créant un objet qu'on va pouvoir diffuser le plus massivement possible au moindre coût, parce qu'on avait un objectif qui était de toucher la plus grande cible possible, avec un historique et un héritage qui est celui de la pub en fait. Le raisonnement de la pub, c'est combien de personnes touchées pour quel investissement quoi. Et l'échange qu'on a eu m'éclaire encore plus le fait que peut-être la révolution qu'on doit mener dans l'objet, c'est de se dire en fait on n'est plus un support publicitaire en fait. Parce que tant qu'on est assimilé à de la pub uniquement ou à de la pub, eh bien on va être de plus en plus du côté de personnes qui sont un problème en fait. Une source de pollution, une source d'envahissement de l'espace et de non-sollicitation. Et c'est pour moi une opportunité manquée en fait. Une opportunité incroyablement plus grande qu'offre l'objet, qui est d'apporter un souvenir, des émotions, une utilité, un remerciement, et surtout de contribuer à la transition sociale et environnementale plutôt qu'à l'alimentation du problème, quoi. Donc je pense que la première personne à qui vous devez rendre service en tant qu'agence, c'est l'acheteur. Et lui, elle est aujourd'hui dans une problématique très court terme qui est de plus en plus de trucs sont interdits. J'ai un bilan RSE à faire à la fin de l'année. On me demande de réduire mon empreinte carbone. Et en fait, je ne sais pas comment faire pour continuer à faire de l'objet, parce que je reste convaincu qu'il y a potentiellement une utilité et un retour vraiment intéressant pour ma marque. Mais en le faisant de manière positive et avec un impact le plus positif possible. Ouais. Anthony, c'est là où la dimension des agences, distributeurs, revendeurs est hyper importante, et c'est quelque chose que vous défendez au quotidien à la 2FPCO. Alors oui, clairement. Alors nous, on ne défend pas uniquement ça sous le prisme des agences.
Bien sûr. Nous, on essaie d'avoir une vision globale sur la totalité de l'écosystème et de la supply chain, parce que on a aussi cette discussion avec les marqueurs. C'est pas le tout de faire des produits qui sont très bien produits en amont. Il faut aussi pouvoir les marquer de la bonne Bien sûr. façon. C'est très important. Donc, si on loupe en fait une brique d'un des pans un pan de la supply chain, en fait, ça fait tomber la totalité de la vertu qu'on essaie de mettre à l'intérieur du produit. Nous, à la fédération, en fait, on a une vision assez pragmatique des choses, c'est-à-dire que à la fois, on a une vision de l'acheteur, pour pouvoir accompagner aussi les agences à faire mieux acheter, mais aussi de l'utilisateur final. Parce qu'on oublie souvent en fait, l'utilisateur final qui souvent est comparé un peu à l'acheteur. Sauf que l'acheteur, hormis pour des produits qui vont être utilisés en interne, ne va pas utiliser le produit qu'il va acheter pour sa campagne de communication. Donc l'idée c'est ça, c'est d'essayer de faire changer en fait ce qu'on appelait avant les distributeurs de goodies, quoi. Et de les faire migrer en fait en agence conseil en communication par l'objet. L'idée en fait, et on l'a bien compris, c'est qu'à partir du moment où on est prescripteur, où on apporte une solution, on essaye d'offrir en fait, de coller à l'événement, que ce soit un événement interne, un événement externe, un événement sportif ou un très grand événement mondial. Et ben en fait à chaque fois c'est gagnant. Et ce qu'on dit souvent, c'est que avant, en fait, on distribuait des objets. Maintenant, en fait, alors, on disait qu'effectivement, il fallait s'émanciper de ce marché de la publicité, mais souvent, en fait, on loue un espace publicitaire dans le quotidien de la personne. C'est ça l'idée, en fait. C'est de faire en sorte que sur ces 1440 minutes qu'on a tous les jours, qu'on puisse vivre, comme disait tout à l'heure Florian, on puisse avoir des moments mémorables, des moments d'émotion, et qui peuvent être, s'ils sont en plus accompagnés d'un objet qu'on va garder, qu'on va appeler, d'ailleurs aux États-Unis ils appellent ça un memorabilia, donc c'est quand même hyper important. Et cet objet, moi j'ai vu aussi, et je l'ai personnellement, j'ai des objets qui m'ont été offerts par mon grand-père parce qu'on était sur les routes du Tour de France et que c'est un truc, voilà, on avait vécu un moment fort ensemble. Aujourd'hui, il n'est plus là et j'ai toujours cet objet sur mon bureau quelque part. Et cet objet, il a peut-être, je sais pas, une trentaine d'années, 35 ans. Et ça, c'est magnifique. J'ai envie de dire, c'est la plus belle récompense qu'on peut donner à la fois à une réflexion d'agence et aussi à un objet. Et puis en fait, c'est un tout. C'est ça qui est important, c'est un tout. Et ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est quand ce tout, en fait, est réussi, on est sur un menu 3 étoiles, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un truc où ce sac-là, tu peux rien en dire. Et effectivement, comme disait Florian, il va partir en... Non mais alors oui. Non mais il est irréprochable sous tous les points. Mais il va partir en très peu de temps parce que cet objet va devenir un memorabilia. Et en plus, si tu y ajoutes une signature de joueur dessus, bonne journée. Ouais. La coupe est pleine, Il suffit qu'il gagne. sans mauvais jeu de mots. J'ai une dernière question. Toujours pour vous, Anthony, en tout cas pour commencer un petit peu l'échange, sur la question des droits, Oui. parce qu'on parle de grands événements sportifs et donc c'est très important quand même, parce qu'il y a des droits détenus sur des slogans. Typiquement, un Allez les Bleus, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme ça Merci de me poser cette sans question. autorisation. Elle est hyper importante. Alors nous, on travaille avec une association qui s'appelle Sportsora, qui est l'association qui regroupe la totalité des acteurs du marketing du sport. Et en fait, nous, la fédération avec Sportsora, on traite avec ce qu'on appelle les détenteurs de droits. Et ces détenteurs de droits sont à la fois les fédérations, mais pas que. Et effectivement, il y a une problématique, et c'est des problématiques qui nous sont relevées aussi par nos adhérents. C'est-à-dire qu'on a effectivement des marques ou des annonceurs qui vont nous dire, voilà, écoute, ce sac, je voudrais un sac et je voudrais supporter les Bleus. Encore une fois, sans aucune prétention malveillante, hein, c'est vraiment l'idée, je voudrais marquer Allez les Bleus. Sauf qu'en fait, le plus souvent, le CIO, la Fédération française de football, la Fédération française de rugby et toutes les autres fédérations ont déjà déposé en fait des marques. Et ces marques, en fait, de plus en plus, elles vont commencer, ces détenteurs de droits vont commencer à faire la chasse, en fait, à l'inscription sauvage d'un slogan qui serait déposé. Donc pour ça, pour vous,
agence conseil. Ou marqueur. Ou marqueur, voilà. Il y a un premier réflexe à avoir, c'est d'aller sur l'INPI. Vous tapez sur Google INPI, ICI, marque, c'est la base marque de l'INPI, et vous tapez le slogan, et vous allez voir s'il apparaît. S'il apparaît, eh ben, vous aurez tout à y gagner à dire à l'annonceur qui vous pose cette question, de dire bah non, c'est pas possible parce que ce slogan a été déposé par la Fédération française de football, le CIO, etc. Et puis au niveau des marqueurs, c'est pareil, parce qu'effectivement, on est sur la totalité d'une chaîne de responsabilité qui est hyper importante. Et le marqueur, en fait, pourrait être contraint, voire même pourrait se voir, pourrait aller au tribunal, hein, carrément, pour Oui, bien contrefaçon. sûr, ouais. Donc c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Ça Et pourrait non- jeter l'opprobre sur toute Ouais, la filière. Ouais. Ouais, complètement. Et non seulement l'annonceur serait embêté, vous en tant qu'agence aussi, et puis le marqueur pour avoir fait un faux. Et c'est très cher. Donc effectivement, ce problème de droit, on est en train d'en discuter parce que cette concentration d'événements, Coupe du monde de ski, Coupe du monde de rugby, les JO, fait en sorte que les gens vont vouloir supporter les Bleus. Et vont vouloir effectivement apposer des slogans sur ces produits. Et il faut faire extrêmement attention sur cette période courte, sur les slogans que vous allez pouvoir apporter dessus. Ouais. Toujours pour parler des droits, mais d'une manière un peu différente. Clément, vous typiquement, donc vous misez gros sur la Coupe du Monde de rugby à venir, mais vous ne possédez pas de licence officielle qui vous permet notamment d'exploiter des logos, etc. Mais finalement, vous en portez pas plus mal et c'est presque un argument marketing pour vous. Oui, non, effectivement, on est malheureusement trop petit pour détenir des licences et pouvoir se positionner là-dessus. Et puis, ça devient quasiment un produit vraiment différent. Nous, on joue la carte du produit totalement brandé. Pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la transmission et dans la persistance du message. Le produit à l'effigie de la compétition, pour parler de la compétition de rugby, donc le ballon officiel de la compétition, c'est un super produit à offrir avec une très belle valeur perçue qui est facilement identifiable par le consommateur parce que on va chez Decathlon, on va même sur le site de la marque, donc Gilbert, on trouve le produit à sa valeur. Donc on a quelque chose qui est un beau produit et on se sent en tant que réceptionnaire valorisé au moment de la remise. En revanche, en termes de persistance du message, après ça reste que mon point de vue, mais en termes de persistance du message, dans la durée, ça reste très éphémère et ça s'évapore assez vite. Le produit totalement brandé, il y a une valeur perçue qui est peut-être un petit peu moins forte parce qu'il n'y a pas la marque décrite, c'est pas écrit Adidas, c'est pas écrit Gilbert. En revanche, en faisant quelque chose de qualité et avec des produits qui peuvent être très graphiques, comme on peut aller pousser le curseur, on a un produit qui va presque même être un peu sacralisé et mis sur un piédestal ou sur un socle. Je parle particulièrement de ce genre de produits très graphiques qui vont être mis en avant, à peine utilisés pour ne pas l'abîmer. Et pour le coup, la persistance de la marque, elle va être beaucoup plus forte et on va se rappeler beaucoup plus fortement, comme le dit Florian, de la personne, le commercial qui a remis, il travaille chez Schmitt et il remet le ballon. Et voilà, il y a un lien qui va se créer qui est beaucoup plus fort avec la marque en question. Donc nous, on essaye de capitaliser là-dessus. Et pour un annonceur qui voudrait communiquer sur la Coupe du Monde de rugby ou même sur le foot, c'est des questions nous, qui sont assez récurrentes de mettre un Allez les Bleus ou des choses comme ça. Le fait même en n'étant pas sponsor, de communiquer avec un produit ballon durant une compétition sportive, l'association d'idées pour le consommateur, elle se fait très naturellement et le lien se fait de cette manière-là. Donc voilà. Nous aussi, après, on a un autre rôle, comme disait Anthony, d'être force de conseil et surtout de redonner un petit peu de cadre pour éviter les petites erreurs qui seraient préjudiciables pour tout le monde, effectivement. Bien sûr. Pour conclure, un dernier tour de table. Florian, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Un dernier mot. J'avais une pensée en fait qui rebondissait en fait finalement. C'est est-ce qu'on a besoin que les gens ils se mémorisent consciemment en fait le fait que ce ballon il est ceci ou cela, il est Nutella par exemple, passe-moi le ballon Nutella. Moi je suis pas du tout certain en fait qu'on a besoin de verbaliser à ce point-là, tout simplement parce que le conscient et l'inconscient passent par des routes qui sont évidemment pas étanches, mais qui sont pas les mêmes. Et donc on peut très bien
c'est par le conditionnement, c'est-à-dire je suis exposé de multiples fois à une marque, à un logo, je vais développer de la sympathie, de la familiarité, enfin, plein de choses qui, si on me demande en fait est-ce que je les ai développées, on va plutôt avoir tendance à dire non parce qu'il y a l'illusion de la vulnérabilité à la pub. Mais par contre, quand je suis en situation à choisir une pâte, vraiment le chocolat, pourquoi à un moment donné je vais préférer Nutella plutôt qu'un autre truc? En fait, on va pas savoir le pourquoi du comment, on va juste avoir cette sensation qui arrive. Et en fait, ça c'est le conditionnement. L'amorçage, c'est un autre truc qui peut être intéressant. Quand on peut pas dire allez les bleus, il suffit de prendre en fait un élément graphique qui va être associé à la mémoire du rugby et de l'équipe pour que finalement, en fait, hop, ça active pareil la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'embouche marketing. Et il y a plein de marques comme ça qui se sont fait reconnaître en n'ayant pas les droits. Et pourtant, en étant au lieu, par exemple sur les Jeux Olympiques, Fuji et Kodak, voilà, l'un était sponsor officiel avec une énorme licence qui payait, l'autre n'était pas sponsor officiel mais avait loué les panneaux aux abords en fait du stade. Donc en réalité, il n'y avait pas besoin de dire qu'ils étaient sponsors, ils ne le disaient pas, mais comme il y avait quelqu'un qui faisait du sport juste à côté du site des JO, et en réalité, tout le monde a cru qu'ils étaient vrais sponsors. Enfin, voilà. Oui, à la limite, juste au-delà du périmètre voilà, qui était lié à cet événement. Cécile, vous avez un dernier mot également ? Alors tout à l'heure, Anthony parlait de son grand-père. Moi, je vais juste, en dernier mot, vous donner un conseil que mon papa, dans l'objet publicitaire, me disait. Et il me disait, dis à tes clients, n'apposez pas votre marque sur un produit qui n'en est pas digne. Et j'ai envie que ce soit ça qu'on transmette tous à nos clients. C'est si un logo doit être véhiculé, il doit l'être sur un produit de qualité, sur ce que je disais tout à l'heure, un produit qui a une histoire, mais surtout un produit qui est digne de porter la marque qu'on a envie de véhiculer. Alexis ? Moi, j'ai envie de profiter de cette petite minute qui m'est donnée pour conclure, pour passer un message pour dire qu'en fait, on a besoin de vous. C'est-à-dire que voilà, des acteurs comme Gifts for Change, comme SG Bose, comme d'autres, des fournisseurs, des fabricants, essayent de porter la démarche dont on parlait depuis tout à l'heure, qui est, alors chez nous, de fabriquer des objets en France, de les faire fabriquer par des personnes en situation de handicap, d'apporter cette alternative en disant voilà, on va faire l'objet de demain, c'est-à-dire l'objet qui porte toutes les valeurs dont on a parlé. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens sont prêts. Alors le grand public, c'est sûr, toutes les études le montrent. Les entreprises, de plus en plus aussi, sont prêtes à passer à l'action et à transformer leur manière de concevoir et de distribuer des objets médias. Mais nous, créateurs et fabricants, on a besoin de vous, agences et revendeurs, pour transformer l'essai, je vais prendre cette allégorie, et pour aller porter cette parole, pour dire, écoutez, l'objet tel qu'on le faisait autrefois, ça avait plein de vertus, mais c'est plus ça, c'est plus l'actualité. Maintenant, il y a une autre manière de le faire. Et donc, nous, simplement, on n'a pas la force à nos échelles de transformer tout un secteur. Par contre, toutes les planètes sont là, sont alignées, mais c'est vous qui pouvez être acteur de cette transformation en tant qu'agence, en tant que revendeur. Et je peux vous dire un truc, c'est que pour ceux qui le font déjà à nos côtés, c'est un vrai vecteur de satisfaction, d'épanouissement, que de mettre son talent, sa carrière au service d'une cause qui nous dépasse finalement, quoi. Voilà. Donc aidez-nous à transformer l'essai. Voilà ma conclusion. Très bien, merci Cécile, merci messieurs.